Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue notre série de pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Et là, va vraiment falloir trouver des raisons puisqu'on va parler d'une équipe qui fait une saison régulière exceptionnelle. Mais avant ça, je dois présenter mon acolyte. Greg, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Je suis ravi de parler des Cavs puisque j'étais celui qui les avait le plus haut. On se souvient de la tête mémorable de mon co-rookie Matt quand je les ai annoncés premiers de mon power ranking. La situation a un petit peu évolué, chers spectateurs et spectatrices de Dunk Hebdo, la situation a un peu évolué. J'ai revu mes espoirs concernant les Cavs. Pas dit par contre que je les ai toujours pas en tête de mon power ranking si je devais le faire à ce jour, mais on va en parler plus en détail aujourd'hui. Les Cavs restent quand même un contender très sérieux au titre et une équipe qui a livré une saison régulière monumentale. C'est ça. Et on va vous rappeler justement le concept, en résumé, le concept de cette série de pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. On commence par un résumé globalement de la saison. On va arriver ensuite sur les 3 raisons pour lesquelles votre équipe ne gagnera pas le titre, le motif d'espoir, le joueur à suivre, et ensuite un prono, plafond, plancher, où on va se risquer à nos plus gros stakes d'architecte. Est-ce que tu es prêt pour ce programme, Greg? Ouais, je suis prêt, on y va. C'est parti. Pourquoi les Cavaliers ne vont pas remporter le titre? On commence par dans ce concept avec justement la première partie qui va être dédiée au fil de la saison régulière. On a eu une équipe qui a réalisé, ou du moins qui réalise encore, une saison régulière exceptionnelle, qui a opéré des changements plus au niveau du coaching staff que de l'effectif en lui-même, même s'il y a eu des choses qui sont arrivées dans la saison, et qui nous fait une saison exceptionnelle. Je te laisse nous proposer ton résumé de la saison, Greg. Ben, le résumé de la saison, pour moi, il est relativement facile. C'est une équipe qui perd tous ses matchs de pré-saison et qui ensuite aligne un départ époustouflant au début de la saison et qui, jusqu'à aujourd'hui, est l'équipe qui a le plus de winning streaks, donc Victoire d'enchaînement de consécutive. victoires, exactement de victoires consécutives cumulées cette saison, avec 3 des plus grandes winning streaks sur les 5 premières de la NBA. Les 2 autres, c'est Oklahoma City, mais Cleveland a les 2 premières, et évidemment avec ce 16 victoires d'affilée, qui est le record cette saison. C'est une équipe qui a une attaque absolument extraordinaire, qui a une division des responsabilités qui est également très équilibrée, on y reviendra, et qui voit des joueurs avoir une progression, alors due au coaching de Atkinson ou non, mais en tout cas des joueurs qui progressent et qui passent des paliers tels qu'aujourd'hui on se demande si ce sont toujours les troisième options ou si c'est les deuxièmes Mhm, options de leur équipe, et je pense mhm, notamment à Evan Mobley. mhm. Voilà, il y a un très très bel équilibre. Il y a des ajustements qui ont été très intéressants à la deadline avec l'arrivée de DeAndre Hunter, l'ailier anciennement des Hawks, Oui. qui fait une saison à 3 points qui est hyper intéressante parce qu'il est, je crois, juste au-dessus des 40% à l'adresse avec un volume relativement intéressant, qui a Mhm, aussi disons, à la fois des capacités et des prérogatives défensives qui répondent à certaines questions qu'on pouvait avoir sur le poste 3 du côté des Cavs. mhm. C'est Bref, pas un c'est trendy. non, exactement. Mhm, Mais c'est un joueur qui est hyper intéressant dans ses Cavs. mhm, Et voilà, c'est une saison aussi où les Cavs ont réussi à trouver de la ressource parmi les role-players. Ça a été super intéressant du côté des Cavaliers. C'est vrai que c'est une question qui est stratégique, notamment sur le top 5 ou le top 4 des joueurs, des équipes pardon, qui font partie de ces tiers relativement hauts quant à la quête du titre. Les Cavs ont trouvé 3 à 4 joueurs en sortie de banc qui répondent disons, à des prérogatives de playoff et à des prérogatives ambitieuses. Donc moi, j'ai beaucoup aimé suivre la saison des Cavs. Franchement, ils m'ont surpris. J'étais très surpris pour cette première saison de Kenny Atkinson, le nouveau coach qui prend la suite de JB Bickerstaff. Mais j'ai mhm. adoré cette saison. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que toi, tu parlais de la patte un peu à Atkinson, qui a remplacé JB Bickerstaff. On sait que JB Bickerstaff, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur tous les principes de jeu et l'amélioration du plancher, mais qui va avoir peut-être un jeu offensif un peu austère. Ça va peut-être sa préoccupation principale. Et on peut dire que cette équipe des Cavs, justement, a surpris. On a parlé un peu de Memphis il y a quelques jours. On a cette équipe des Cavs qui a vraiment surpris par une attaque létale, vraiment une attaque létale tant par rapport aux mouvements qui sont proposés et aussi à l'efficacité proposée, par l'efficacité des joueurs, globalement, où on a eu des moteurs offensifs très forts, la personne de Darius Garland et de Donovan Mitchell.
en plus d'avoir ses relais au niveau des intérieurs avec comme tu l'as dit, un Evan Mobley, on va dire transcendé offensivement, beaucoup plus bestial, je dirais, même quand sur ses attaques de panier, notamment avec aussi beaucoup plus de volume à 3 points, plus de confiance pour les prendre, et un Jared Allen toujours très très efficace près du cercle et aussi autour du cercle. Autour du cercle avec notamment pas mal de touchés, pas mal de disponibilité et beaucoup de jeux balle en main. Donc vraiment, on a eu un système offensif léché. Cette équipe des Cavs était l'une des équipes les plus belles à avoir Ah oui, joué. oui. C'est Oui, ça, mais largement clairement. même, je trouve. Honnêtement, Ouais. clairement, un des plus beaux jeux de la ligue. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose que je voudrais dire à propos des Cavs, c'est qu'il y a une critique qui a été adressée sur la NBA cette saison. Mm-hmm. C'est la critique du Tout le volume monde joue à pareil 3 et le Ouais, volume à 3 exactement. points. Ouais. Tout le monde joue pareil avec un gros volume à 3 points. On va faire la distinction sur le volume à 3 points. Je vais faire juste une petite parenthèse rapide, mais les Cavs, clairement, prouvent que le volume à 3 points cette saison, c'est une histoire de style. Il y a évidemment Boston qui domine les débats sur le volume à 3 points avec 53, quasiment 54 prises de shoot par match. Les Cavs sont quatrième avec 45,7. Devant eux, il y a juste Chicago et Golden State. Mais les Cavs sont, je crois, si je ne me trompe pas, deuxième au pourcentage à 3 points, alors que Boston est seulement dixième. Et pour moi, c'est le résumé de la qualité de cette attaque. C'est la qualité des shoots créés par l'attaque des Cavaliers grâce à une circulation de balles, grâce à des possessions où quasiment les 5 joueurs touchent la balle et participent à l'accélération du jeu et, disons, à l'agrandissement des décalages qui sont créés. Et puis, tu as deux créateurs sur le backcourt qui sont hyper intéressants à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Et tu l'as dit, il y a un passage de cap chez Evan Mobley qui le rend vraiment, pour le coup, oui, il y a un changement de dimension et notamment dans l'utilisation de son corps. Moi, c'est surtout ça qui m'a choqué sur Evan Mobley cette saison en attaque, parce qu'en défense, évidemment, c'était déjà un monstre la saison Ouais. dernière. Mais Ouais. là, il y a une prise de conscience sur qui il est d'un point de vue athlétique qui le rend beaucoup plus difficile à défendre en Dangereux et attaque, quoi. difficile à défendre, ouais, c'est ça. Ouais, Le absolument. nombre de joueurs qui sont à même de le défendre aujourd'hui a drastiquement diminué par rapport à l'an dernier, Oh littéralement. oui, C'est ça. clairement. C'est ça. Et cette attaque des Cavs, tu vois, on parle du côté flamboyant et l'état de cette attaque des Cavs. Voilà, c'est largement la meilleure attaque de la ligue à l'efficacité. Et au global, ils sont 9 points au-dessus de la moyenne de la ligue. Donc c'est vraiment une équipe qui a fait son beurre en attaque. Alors comme on a dit, il y a eu justement les stars qui sont revenus un petit peu au devant de la scène. On peut parler par exemple de Darius Garland qui un peu le joueur comeback de cette saison qui je pense, hein, ça va être All-NBA, peut-être seconde, peut-être third team, je pense qu'il sera, en tout cas, qui sera pas loin des All-NBA cette saison, et qui, voilà, qui fait son retour avec beaucoup de tirs, on en a parlé aussi dans le podcast sur Memphis, dans la série sur Memphis, qui un joueur retourne près du panier, qui adopte ce côté naché, donc passer en dessous de l'écran pour redonner du mouvement, redonner du jeu, profiter des cuts, notamment avec, tu vois, il y a une bonne relation avec Max Strus, notamment sur des ghost screens qui qui se terminent par des coups au cercle ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment lui qui a été un peu un des éléments moteurs ou l'homme fournissant du lien et Oui. en retrouvant un peu son agressivité offensive à côté de Donovan Mitchell qui a été, on va dire, un petit peu plus en retrait au niveau du volume, mais qui a su, quand l'équipe a eu besoin de lui, jouer le rôle de soliste comme il sait toujours le faire. Et on a l'impression qu'un peu à la manière de Toronto, qui avait un peu un jeu avec, du coup, quand Garland était à la baguette et quand tout le monde jouait ensemble, et un autre jeu avec Donovan Mitchell qui gardait ses ISO, qui gardait en fait tout son jeu de 1 contre 1. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé, alors même s'il a été un petit peu plus en difficulté depuis quelques semaines, mais c'est quelqu'un que j'ai trouvé, en tout cas sur la première partie de saison, beaucoup plus explosif, vraiment, et beaucoup plus, euh, on va dire, précis dans la façon de disséquer la défense. Oui, il est un petit peu plus chirurgical. Ouais, exactement. Il a lui aussi, comme Evan Mobley, a modifié son rapport à son propre corps. J'ai l'impression que Donovan Mitchell l'a fait également. Et que là où son explosivité lui servait, entre autres, à enfoncer la défense,
Aujourd'hui, il contourne beaucoup mieux ses défenseurs, il manipule mieux stratégiquement ses déplacements sur le terrain et donc les déplacements de la défense. Et ça implique les joueurs des Cavaliers autour de lui beaucoup plus et ça lui permet de trouver des shoots qui sont plus faciles. Il y a une petite baisse à l'efficacité, mais qui est franchement pas transcendantale. Mais c'est effectivement un rôle un petit peu différent pour Donovan Mitchell qui lui permet, je pense, aux autres de mieux s'y retrouver et notamment aux joueurs qui sont sur le poste 3 et qui sont plus impliqués par son camarade sur le backcourt Darius Garland, tu l'as dit, notamment sur les cuts. J'ai trouvé ça hyper intéressant de la part de Donovan Mitchell, d'autant plus que à ce stade de sa carrière et avec ce qu'il a prouvé précédemment en playoff, c'est pas un joueur qui, si son usage et si ses prises d'initiative doivent augmenter de manière spectaculaire, on va pas se poser de questions dessus. Clairement. D'ailleurs, en parlant de ça, tu parlais récemment sur Twitter justement comment ça s'appelle, des doublettes qui ont Oui, évolué par rapport à la saison dernière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? tu parles des doublettes dans le staggering des minutes Oui, des Cavs, c'est ça? exactement, Effectivement, exactement. en fait, il y a deux doublettes qui se distinguent. Et mon seul problème, c'est comme j'ai une mauvaise mémoire, je sais jamais laquelle est avec laquelle. Mais grosso modo, on a toujours un des membres du backcourt avec un des membres de la raquette des Cavaliers. Et le staggering des minutes se fait par duo. Et du coup, ça permet à l'équipe d'avoir toujours une colonne vertébrale 1-5 ou disons guard 5, parce que Evan Mobley, dans ces cas-là, joue 5, et d'ailleurs, ça donne de très bons résultats pour les Cavaliers quand ils jouent en 5. Mais on a effectivement toujours ce 1-5, cette relation guard numéro 5 qui est sur le terrain, ou en tout cas qui est avec un staggering des minutes intéressant de la part d'Atkinson, et du coup les role-players qui s'organisent autour et qui sont toujours impliqués par cet axe qui fonctionne très bien, à la fois en attaque et en défense. Donc, ça permet à l'équipe en attaque d'avoir des repères, notamment sur pick and roll et puis sur d'autres choses, comme par exemple les dribble and off, etc., les attaques avec l'utilisation de temps en temps des ghost screens, tu l'as dit, des pistoles, etc. Mais ça permet aussi en défense, comme Mitchell et Garland sont deux joueurs plutôt petits et qui sont pas réputés pour être des défenseurs sur point d'attaque, ça permet pour eux d'être sûr que derrière, ils ont un défenseur qui est vraiment de très haut niveau parce que on parle d'Evan Mobley, mais Jarrett Allen est loin d'être un pitre en matière de défense, y compris quand il doit monter assez haut au-delà de la raquette. Et ben, ça permet quand même à l'équipe de garder cette ossature guard 5 qui tient la route et qui fait vraiment office de colonne vertébrale de l'équipe sur l'intégralité du match, quoi, ou presque. C'est vrai que quand on regarde vraiment la façon dont est constituée cette équipe, en dehors peut-être du 5 majeur, plus le deuxième 5 potentiellement avec DeAndre Hunter qui, quand il vient par exemple au relais de Max Strus, on a souvent ce concept, comme tu l'as dit, de un guard, un big et trois wings. Ça peut, tu vois, osciller entre du Sam Merrill, du Max Strus, du DeAndre Hunter, du Isaac Okoro. Mais on a vraiment ce concept justement, comme tu le décrivais, avec ce big et entre guillemets le concept, tu vois, big, guard et wing, quoi. Vraiment avec les ailiers qui sont au milieu assez polyvalents, qui peuvent proposer des solutions et qui viennent compléter justement les forces du duo euh, arrière pivot. Oui, Je, et je- ouais. du coup, j'ai été regardé pour donner les noms, évidemment. Mhm. C'est le seul truc que j'ai pas noté, c'est terrible. Mhm. Darius Garland, Jarrett Allen, et l'autre Oui, duo, c'est Donovan Mitchell et Evan Mobley. Ouais. ouais, ça. Ben, je te propose d'aller un petit peu plus loin de commencer notre série véritable hein, sur les trois raisons pour lesquelles l'équipe ne gagnera pas le titre. La première raison que tu as évoquée, c'était le backcourt. Le backcourt qui est très important pour ces Cavs, hein, qui va avoir les deux joueurs offensifs. Alors, selon certains, pas forcément les deux joueurs les plus importants, puisque dans certains cas, on peut voir que certaines personnes se demandent même est-ce que Evan Mobley ne fait pas déjà partie des deux meilleurs joueurs de l'effectif. Parlons de l'attraction arrière. Pourquoi, pour toi, c'est une des raisons qui fait que cette équipe ne gagnera pas? C'est très simple, cette traction arrière, pour moi, elle ne posera aucun problème aux Cavs sur les deux premiers tours des playoffs. Mais par contre, quand les moments clés de la saison vont arriver pour les Cavs, donc ces Cavs qui sont parmi les trois meilleures équipes, quand les match-ups face aux deux autres équipes du top 3 de la NBA vont se pointer potentiellement, en finale de conférence face à Boston et en finale NBA éventuellement contre Oklahoma City, pour moi, le problème de la taille et de la porosité en défense face aux attaques à la fois de Boston et de Oklahoma City me pose problème.
Elle me pose problème dans le sens où aucun de ces deux joueurs n'est véritablement un défenseur référencé et suffisamment référencé, ne serait-ce que pour contenir un joueur comme, par exemple, Derrick White. Et je vois mal comment ce backcourt ne sera pas ciblé de manière répétée, intense et efficace par les deux équipes que je viens de citer. Ça posera pas trop de problèmes sur des équipes même comme New York par exemple, quand même il y a de la taille sur les ailes et que Jalen Brunson soit un joueur absolument incroyable. Je pense que ça posera moins de problèmes simplement parce que Jalen Brunson est tout de même plus petit que ce que proposent les Boston Celtics et que Shai Gilgeous-Alexander et le reste de l'équipe d'Oklahoma. Donc pour moi, la question se pose ici, mais elle se pose aussi dans la temporalité des playoffs. On y reviendra sur la question du plafond et du plancher de l'équipe plus tard, mais pour moi, c'est là le point faible de cette équipe euh, vis-à-vis de ses ambitions. C'est vrai qu'en playoff, les joueurs de petite taille ont peut-être tendance à voir leur efficacité, leur rapport au jeu diminuer. On voit que c'est une équipe qui, entre guillemets, a déjà on va dire sous-performé un petit peu par rapport aux attentes. On se souvient d'il y a 2 saisons de cet affrontement face aux Knicks. On se souvient aussi de cette victoire entre guillemets dans la douleur face au Magic. Oui, l'an dernier, face au Magic l'an dernier avec Franz Wagner qui passe totalement à côté de son match et qui pour une fois laisse Paolo Banchero se débrouiller tout seul. Et voilà. Et donc c'est une équipe qui va être attendue cette saison puisque il peut y avoir, je pense que il peut y avoir des répercussions beaucoup plus graves si l'équipe ne passe pas cette saison. Et effectivement, voilà, c'est une équipe qui risque d'être scoutée et un bas court attaqué, même s'il y a possibilité de trouver des solutions et que parce que leurs arrières, du moins défensivement, c'est une équipe qui tient la route. Je te propose, ouais. Non, j'allais juste rajouter que Mm-hmm. une des raisons pour lesquelles ce bas court allait être ciblé, c'est que c'est aussi très difficile de cibler le front court. Oui, Euh, oui. quand tu as Jarrett Allen et Evan Mobley qui défendent dans la raquette, t'as pas forcément et nécessairement envie d'y aller. C'est d'ailleurs toute la question de la match-up face à Boston et du post-up de Porzingis avec l'attaque en 5-out en plus Mm-hmm. qui est capable de générer Boston. Mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. On rappelle que les Cavs sont la seule équipe qui n'ont pas perdu contre OKC. La seule équipe de l'Est qui n'a pas perdu enfin qui n'a pas perdu à la maison, du moins contre OKC cette saison, qui justement renforce son statut globalement cette saison. Deuxième 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 raison pour lesquelles ces Cavaliers de Cleveland ne gagneront pas le titre. Tu nous as noté que le poste d'ailier est toujours une question. C'est vrai qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits à la deadline, mais tu sembles potentiellement ne pas être forcément convaincu. Je te laisse nous en dire plus. Je sais pas si je suis convaincu ou pas, mais je pense que l'ajustement a de quoi convaincre. Oui. Mais est-ce que c'est suffisamment convaincant pour gagner le titre? Parce que Ouais. le titre de cette série de podcasts, c'est pourquoi ils ne gagneront pas le titre. Il faut donc aller dans le détail. Et sur les équipes du top 3 de la NBA, malheureusement, on doit aussi aller dans le détail et on doit aussi pointer le tout petit détail qui peut faire la différence face à une match-up aussi coriace que Boston ou qu'Oklahoma City. Pour moi, le poste 3, l'arrivée de DeAndre Hunter répond à certaines questions. C'est un shooter à droit qui est capable de défendre, etc. Et qui en plus a une dimension physique qui est relativement présente. Mais le reste de la rotation pose quand même des problèmes. On a Dean Wade qui est absent une partie de la saison, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a que 55 matchs qui ont été joués cette saison par Dean Wade. On a ensuite, Caris LeVert est parti du côté des Hawks. On a perdu Georges Niang du côté des Hawks aussi. Et puis, on a ensuite Max Strus, dont tu vas nous parler un petit peu plus tard dans ce podcast, qui lui fait plutôt une bonne saison, mais qui, pareil, n'a joué que 47 matchs. Moi, j'ai quand même des questions sur ce poste d'ailier. Je trouve que la rotation est intéressante, notamment Mike Strus, Hunter, mais est-ce que c'est suffisant quand tu es en finale de conférence face à l'armada d'ailier, par exemple des Boston Celtics? Je ne sais pas. Donc moi, j'ai toujours cette question-là sur le poste 3. Par contre, je pense que les Cavs ne pouvaient pas faire mieux. Je pense que les Cavs ont fait le bon move. Ils ont été opportunistes au bon moment face à une équipe qui vendait pas très cher, je pense. Donc c'est chouette pour eux. Et je pense que c'est typiquement la séquence de playoff et la situation de franchise là en ce moment avec, disons, ils vont arriver en playoff lancés. Certes, ils ont perdu 4 matchs là récemment, mais franchement, enfin,
c'est quasi anecdotique. On s'est posé plein de questions, mais en vérité, c'est relativement anecdotique comparé à la saison. Ils vont arriver lancés et d'avoir fait ce changement d'effectif avec l'arrivée de DeAndre Hunter, alors que tu es lancé dans une fantastique saison et du coup, tu arrives comme ça avec toute la motricité des victoires en playoff. Je pense que c'est intéressant et c'est sur cette campagne de playoff qu'on va pouvoir dire OK, ils ont résolu ou pas 80, 90, 100% du problème qu'ils avaient sur le poste 3 de manière historique presque. Mm. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que cette équipe-là a eu, pardonnez-moi du terme, mais a eu des balls, quoi. C'est une équipe qui, effectivement, comme tu as dit, c'est une équipe qui a été très régulière, qui a enchaîné plusieurs séries de victoires. Et justement, pour ne pas froisser, entre guillemets, pas abîmer la vibes de l'équipe, tu peux parfois, même si tu sais que l'équipe n'est pas assez bonne, te dire, l'alchimie fonctionne, on va pas casser, on va pas enlever des pièces importantes Le pour pouvoir de justement, l'amitié. voilà, ouais, exactement, le pouvoir de l'amitié, même si tu sais que, voilà, au bout d'un moment, t'as pas ce qu'il faut. Mais c'est une équipe qui a pris des risques, justement, et qui a fait le maximum qui a fait le maximum de ce qu'elle a pu, hein, pour se renforcer à un endroit où elle avait un point faible clairement identifié. Tu as parlé du profil de DeAndre Hunter. On a aussi Javonte Green qui les a rejoints aussi au niveau des buyouts. Donc, encore, hein, de ce côté, on a des problématiques à l'aile, on manque de two-way players, ben, on va tenter des profils qui changent un peu. Là où on avait essentiellement, par exemple, des shooters sous-athlétiques par rapport à la moyenne de la position, on va récupérer des joueurs peut-être un peu moins bons shooters, mais plus athlétiques qui peuvent nous permettre de faire plus de choses et qui ont un petit peu plus de polyvalence. Donc, à voir si ça suffit. Encore une fois, comme tu l'as dit, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais comme on connaît le dicton, l'amour ne suffit pas, peut-être que ça ne suffira pas pour justement gagner le titre, puisqu'on parle de gagner le titre et pas de faire de bons playoffs. Je te propose de passer justement sur la dernière raison que tu as évoquée pour laquelle cette équipe ne gagnera pas le titre. Alors, potentiellement, la superstar. Quelle est Elle la est où? superstar? Voilà. Elle est où? C'est Qui qui? est la superstar de cette équipe? C'est qui? C'est une terrible question. Si tu regardes les deux autres membres du top 3 NBA cette saison, tu as des superstars qui sont immédiatement identifiés. Tu as SGA d'un côté, Jason Tatum de l'autre. Qui est l'équivalent du côté des Cavaliers? Est-ce que, et surtout, en vrai, la question qui se cache derrière cette remarque, c'est surtout, est-ce qu'il y a parmi Darius Garland, Donovan Mitchell et Evan Mobley, quelqu'un qui est capable de se hisser au niveau des joueurs que j'ai cités précédemment, et donc SGA et Jason Tatum? Dans le Power Ranking, j'avais répondu que j'imaginais l'un ou l'autre de ces trois joueurs pouvoir, sur un match ou une doublette de match, regarder dans les yeux Jason Tatum et Shai Gilgeous-Alexander. C'est optimiste, mais malheureusement, c'est l'optimisme dont ont besoin les Cavs. C'est-à-dire que si aucun de ces joueurs n'est capable de regarder dans les yeux Jason Tatum ou Shai Gilgeous-Alexander, alors malheureusement, les espoirs des Cavs ne donneront pas de titre cette saison. Et du coup, c'est une véritable interrogation parce que il va falloir augmenter son rendement individuel. Il va falloir augmenter son rendement individuel face à des défenses qui vont forcément réussir à scléroser au moins deux de ces joueurs sur trois. Donc il faudra que le troisième, celui qui arrive le mieux à se débrouiller au milieu de cette défense-là, à l'instant T sur une séquence de un match, voire même d'un quart-temps, arrive à surperformer au-delà de ce qu'il a montré cette saison. Et entre le taux d'usage des joueurs, leur minutage relativement faible pendant la saison régulière, puisqu'on a très peu de joueurs au-dessus des 30 minutes jouées par match du côté des Cavs, on a des motifs d'espoir. On a des motifs d'espoir que le volume mécaniquement augmente le rendement et que un joueur comme Donovan Mitchell, par exemple, qui l'a déjà montré à l'époque du Jazz et également avec les Cavs, serait capable de passer la seconde, voire la troisième, voire la quatrième dans des match-ups particuliers à Boston ou à Oklahoma City. Mais il faut le faire et aujourd'hui, ça reste une question. Une question à laquelle ont répondu les deux autres équipes. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut être alternatif en fonction du match-up? Oui, je pense que ça peut être alternatif en fonction du match-up, ça peut être alternatif en fonction du match, en fonction de la configuration du match, en fonction de si tu arrives à aller faire en sorte qu'un des défenseurs clés de ton équipe en face arrive rapidement à deux ou trois fautes dans le premier et dans le deuxième quart-temps, ce qui permet à ton joueur, ce qui permet à la défense adverse de moins s'ajuster sur tes joueurs et ton attaque. Mais je pense que de toute façon, il y a un moment donné où la responsabilisation individuelle en NBA en playoff reste importante
Et c'est pour ça que la plupart des équipes qui gagnent des titres ont des joueurs absolument extraordinaires, ce qu'on appelle des joueurs qui sont dans le top 5 ou dans le top 10 maximum du DH20. Ces joueurs, ces équipes, elles doivent en avoir au moins un. Et là, la question qui se pose, c'est qui est top 15 ou top 10 DH20 aux Cavs? C'est une vraie question. Je dis pas que j'en ai pas dans le top 10, mais je Oui, pose la question. très bonne question. Et en fait, c'est ça aussi. Parfois, on peut se dire que, d'un point de vue philosophique, hein, vaut mieux avoir un joueur clair top 10 que d'en avoir trois entre 10 et 20, en gros. C'est ça. C'est Ouais. ça, absolument. Et là, il y a potentiellement, tu vois, une équipe qui a trois joueurs dans le top 15-25 ou dans le top 10-25. Mhm, Mais est-ce qu'elle a un joueur qui rentre dans le top 10? Est-ce qu'elle a, tu vois, deux joueurs dans le top 15? mhm. Tu vois, c'est des questions Ouais. à laquelle, c'est des questions auxquelles les Mhm. Cavaliers vont devoir répondre sur ces playoffs et sur les derniers moments des playoffs, c'est-à-dire finale de conférence C'est ça. et finale NBA, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est une équipe qui montre que même si elle n'a pas forcément cette superstar, en tout cas du moins dans le tout premier tiers des stars de la ligue clairement identifiée, qui montre qu'elle est plus grande que la somme de ses parts, que en gros que l'équipe a. On parle parfois de notions de rendement décroissant quand une équipe sous-performe son niveau de talent. Les Cavs, ben, les Cavs justement n'ont pas ça, où tu as l'impression que euh, l'assemblage du groupe, même s'il y a peut-être quelques faiblesses, rend le groupe beaucoup plus fort que toutes les individualités. Et justement, on va passer, ça nous permet de faire la transition sur le motif d'espoir. Tu as mentionné justement ce jeu d'attaque. Bah pour moi, c'est la meilleure attaque de la NBA et j'irai Mmh, plus loin, mais c'est peut-être lié à des biais personnels et à des goûts personnels en matière de basket, mais pour moi, c'est une des plus belles attaques que j'ai vues mmh, au moins des 5 dernières années. Oui, je pense depuis la bulle à peu près. Et je trouve cette attaque fantastique, d'abord parce qu'elle a de multiples options et une grande variété de systèmes de jeu. D'abord parce que tu as deux porteurs de balles primaires qui peuvent initier les décalages en Darius Garland et Donovan Mitchell, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, parce que c'est une équipe qui envoie du volume à 3 points, mais de manière, c'est-à-dire dans la modernité de son époque, mais sans exagération. Une exagération dont on sait, je l'ai dit pendant l'épisode du Power Ranking, qu'elle me pose question côté Boston. Et ensuite, qui le fait en étant une des équipes les plus à droite de la ligue, puisqu'elle est dans le top 3 des équipes à droite sur la ligne à 3 points, avec un volume, tu vois, qui est lui aussi top 3, je crois, ou top 4. Donc, c'est quand même un combo redoutable. Tu as des joueurs qui sont capables de finir au cercle, tu as des joueurs qui sont capables d'agresser le cercle. On a parlé d'Evan Mobley et de sa dimension physique très évoluée sur cette saison. Euh, voilà, moi, c'est une attaque qui, en plus, joue très vite, alors que la défense impose un jeu très lent à l'attaque de son opposant. Je trouve que c'est une attaque qui est hyper intéressante. On disait en off rapidement, Tom, que les Cavs jouissaient sans doute du travail accompli par Bickerstaff pour les amener à ce plancher et que je pense que l'arrivée de Atkinson a peut-être libéré les joueurs des habitudes qu'ils avaient avec Bickerstaff, soit pour des éléments et des idées que Atkinson a amenées, soit simplement parce qu'ils sont libérés et que organiquement, individuellement, ils jouent différemment, ils imposent certaines idées que eux aussi ont d'eux-mêmes et de leur jeu et de comment le faire évoluer. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Pas de micro, Tom. oui, erreur de débutant encore une fois, j'ai oublié de réactiver mon tour. Oui, effectivement, ça fonctionne très bien et encore une fois, hein, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est une attaque qui est vraiment qui est aussi efficace qu'esthétique, qui a eu justement ce côté utile à l'agréable, sachant que on a, comme on a mentionné, le 5 majeur, mais on a aussi des joueurs qui sont plus indépendants, notamment par exemple Ty Jerome qui fait une excellente saison Mhm. au scoring, qui vient au relais justement de soit de Donovan Mitchell, de Darius Garland. On a voilà du Sam Merrill qui joue énormément de minutes également, qui est assez létal aussi sur le jeu de loin, qui propose des choses en mouvement et qui ne se fait pas prier quand il faut dégainer. Donc voilà, on a toute, on va dire cette armada justement de role players assez établis et intéressantes qui font vraiment un lien collectif dans cette équipe et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, font que cette équipe est meilleure que l'ensemble de ses parts. Quoi.
Oui, absolument, absolument. Et puis, ouais, pour le coup, tous ces role-players ont des qualités de finisseurs qui sont vraiment Mm. très bonnes. Et puis, tu as trois moteurs offensifs qui te génèrent l'attaque. Et quand tu as autant de finisseurs et de générateurs, et que parfois les générateurs sont aussi d'excellents finisseurs, Darius Oui, Garland, pardon, mais Darius Garland sur les flotteurs, c'est c'est incontrable, létal. c'est Ouais. insupportable. Magnifiquement insupportable. Et puis Donovan Mitchell, ça reste le finisseur que c'est. Evan Mobley a passé un cap. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup d'arguments. Et si on vante les mérites d'Oklahoma City à juste titre pour leur défense, je pense on peut vanter les mérites des Cavs pour leur attaque cette saison aussi. Mm. On doit le faire en tout cas. Clairement. Je te propose de passer sur l'autre Ouais, séquence, la séquence des joueurs clés. Les joueurs clés pour cette série pour ces playoffs à venir pour ces Cavaliers. Alors tu as choisi le bien nommé DeAndre Hunter, le chasseur. absolument. Le chasseur, Craven. Écoute, j'espère pour lui que ce sera moins un flop que le film Craven the Hunter, justement. Que je n'ai même pas vu d'ailleurs, mais apparemment ça a été un flop. DeAndre Hunter, pourquoi? Je pense que s'il a été recruté, c'est simplement parce que les Cavs se sont dit, ce profil-là, ce joueur-là, dans le rendement qu'il a cette saison avec les Hawks, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher le titre, vu nos ambitions et vu le jeu de l'équipe cette année. Et je pense de fait que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé parce qu'il doit répondre des deux côtés du terrain. Il va avoir beaucoup de responsabilités, quand bien même pour l'instant il soit plus dans un rôle de six-man que dans un rôle de titulaire. Mais je trouve que c'est quand même un joueur qui va avoir le poids des responsabilités quant au passage du cap, ou en tout cas quant à la capacité des Cavs de contrer les équipes, Oklahoma ou Boston, même des équipes comme New York par exemple, si ça se rencontre à un moment donné. Il va falloir contrer ces équipes. Et pour ce faire, il faudra que les premiers joueurs en dehors du 5 majeur fonctionnel fonctionnent un petit peu plus qu'ils ne l'ont fait pour l'instant en saison régulière. Donc moi, je vois beaucoup de poids sur les épaules de DeAndre Hunter. Je pense qu'il a la capacité effectivement d'être un bon apport en production des deux côtés du terrain. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il suffit? Est-ce que son recrutement est ce qu'il fallait faire du côté des Cavs? Encore une fois, on aura malheureusement la réponse à la fin des playoffs. C'est vrai que c'est un joueur qui a la double capacité d'être talent dépendant et talent indépendant quand il y a besoin. Et c'est un joueur qui, au-delà justement de la simple finition, peut profiter déjà des décalages. Si on prend l'archétype du joueur, hein, alors c'est pas uniquement du catch and finish, on a du catch, drive and finish, on a du drive and finish aussi sans forcément être auto-créé. C'est quelqu'un qui arrive à faire de l'attaque de close-out et pour pouvoir générer d'autres décalages et se créer des opportunités un petit peu plus faciles près du cercle en dehors du tir. Donc effectivement, c'est un joueur qui amène pas mal de diversité à cette équipe des Cavs, tout en gardant la notion de physicalité. Donc voilà. Absolument, ouais. Et de C'est finition quand même, parce que oui, c'est peut-être le moins passeur de tous les ailiers, oui. Sam Merrill non compris et encore, Mm, mais c'est peut-être le moins passeur de tous. Mais c'est vrai effectivement qu'il a, c'est ce que tu disais tout à l'heure entre parenthèses, mais c'est pas un free and D comme on l'entend. oui. C'est pas le catch and shooter qui va se mettre dans un angle, etc. Il est capable effectivement de driver, ce Mm, qui du coup continue de générer de l'attaque pour les Cavs et qui fait partie de cette mm, attaque flamboyante dont on a déjà mm. parlé. Et c'est aussi un joueur qui ne se fait pas prier, notamment pour déclencher à 45. On sait que les 3 points dans les corners, ça va être des tirs que la défense, enfin, que tu vas devoir créer. Mais les 3 points, notamment sur la zone à 45, sont des 3 points que la défense ne défend pas beaucoup. Et lui, il Puisqu'effectivement, y va. c'est ça. Et puis, tu as la possibilité de prendre du volume sur cette partie, sur cette portion, simplement en reculant. Là où le corner, ben, tu es coincé, quoi. Tu peux pas, C'est ça. tu peux pas aller plus loin. Là où tu as la partie à 45, ben, tu peux reculer pour être plus à l'aise pour déclencher ce type de tir. Ben, je te propose moi d'enchaîner avec mon joueur clé Oui, qui est un parce que peu tu en as un autre. c'est ça, son pendant. On a parlé du yang, on aura le ying, le fameux Exactement. Max Truss. Max Truss, que je trouve qu'il va être mon joueur clé, parce que bon, cette saison, c'est un peu le 5e starter. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait des problèmes de blessure en début de saison qui l'ont forcé justement à ne pas débuter la saison en tant que titulaire, mais depuis qu'il est revenu, il a enchaîné, il est resté à sa position de titulaire, le fameux 5e starter. On vous renvoie d'ailleurs vers le podcast qu'on avait fait sur le rôle de 5e titulaire en NBA. D'ailleurs, c'était avec toi, Greg, de mémoire, le podcast sur le 5e titulaire. Absolument, je Je trouve crois. que
c'est un joueur qui est très intéressant et en plus, c'est un joueur qui a déjà un certain vécu, qui a vécu cette notion de playoff à Miami. C'est un joueur qui, mine de rien, enchaîne les campagnes de playoff depuis quelques années, qui a, on salue Adrien, qui les a abattus dans un match de play-in, justement l'année où ils font, où le Miami fait le run justement jusqu'au final NBA, le deuxième round jusqu'au final NBA en sortant du play-in, qui a montré énormément de choses sur les campagnes de playoff. Et je trouve que dans cet effectif des Cavs, c'est un joueur en tout cas important. Non seulement ça va être un peu le premier rideau et la première lame, puisque bon, c'est un défenseur plutôt intéressant, plutôt correct. Surtout enfin qu'on compare à ce qu'on a sur le backcourt, mais aussi sur le jeu offensif. Je trouve que c'est un peu le joueur de l'état, le joueur d'extra passe de cette équipe des Cavs. C'est le joueur qui va recevoir globalement les extra passes, qui se dépasse très loin qui se déplace très bien loin du ballon, qui va justement proposer cette notion de spacing, qui a aussi un peu de relocalisation pour justement se bouger en même temps que le ballon bouge, pour toujours proposer un angle de passe intéressant pour être trouvé. Je trouve que c'est quelqu'un aussi qui va aussi utiliser, tu vois, de temps en temps dans les fameux double drag, où il est justement dans l'un des deux joueurs qui pose l'écran pour aller popper à 45 degrés, justement étirer la défense ou ouvrir cette notion de drive. C'est quelqu'un aussi qui fait pas mal de ghost screen et qui sait se rendre disponible sur notamment des redoublements de passes sur la transition. Donc je trouve vraiment que c'est un joueur qui clé dans le côté où plus il va pouvoir être capable de jouer en étant un joueur positif, mieux ce sera pour les quatre parce que c'est un joueur parfait pour moi en tout cas pour les quatre autres joueurs qui y a aux côtés de lui. Absolument. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'ailier ne devait pas être, enfin, devait être plutôt répondre à un profil qui n'est pas celui d'un 3D. Max Strus, clairement, n'est pas non plus dans le profil Ouais. 3D. Il est beaucoup plus que ça. C'est un générateur de mouvement. C'est un joueur, effectivement, qui pose des écrans, tu l'as dit. C'est un joueur très utile. Et en plus, c'est un joueur qui a une dépense énergétique relativement constante. C'est pas un joueur qui s'effondre au fur et à mesure du match ou que tu as besoin de reposer à proprement parler. Donc moi, j'ai très envie de le voir avec davantage de minutes parce que je pense que c'est un joueur dont les minutes vont également gonfler en tant que starter. Et d'ailleurs, je pense de toute manière que Atkinson risque de réduire les rotations sur les playoffs. Mais il y a un truc qui est intéressant pour moi sur Max Strus, c'est que c'est sa première saison avec une efficacité au-dessus de la moyenne depuis 3 ans. Il retrouve une efficacité qu'il avait eue sur sa deuxième ou sa troisième année à Miami. Je viens de revérifier. Là, il est à 108 de true shooting plus, donc l'efficacité grosso modo au tir véritable. Mais c'est hyper intéressant et je pense que ça fait partie du succès des Cavs. C'est pas évidemment un scoreur à très haut volume, mais c'est un joueur que les défenses adverses, y compris les très bonnes défenses, ne pourront pas laisser tranquille. Ouais. Littéralement, ouais. Je pense que voilà, il va être chassé et peut-être qu'en fait c'est-à-dire que c'est quand même un poison et je pense qu'il aura quand même des opportunités parce que ça va être l'option entre guillemets la moins dangereuse puisque comme c'est un joueur qui se crée très peu son tir, ben pour entre guillemets le cadenasser ou du moins limiter son volume, il faut limiter le volume de sa source de balle. C'est quelqu'un voilà qui peut être entre guillemets contrôlé à distance parce que si tu limites la source de balle qui lui envoie les ballons, ben lui, vu que c'est quelqu'un qui ne se crée pas forcément ses tirs, ben qui aura moins l'opportunité de faire mal à ta défense. Et pour autant, tu peux pas le laisser tout seul parce que il cut bien, il a un bon sens du rythme, etc. Si tu le laisses seul, et que si tu le laisses seul et que tu doubles le générateur d'attaque, c'est compliqué. C'est très compliqué. Sachant que, tu vois, tu as parlé de l'augmentation du nombre de minutes. On a parlé, encore une fois, de Memphis il y a quelques jours où les titulaires jouaient peu de minutes. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, les Cavs, les titulaires jouent plus de minutes parce qu'ils explosent tout le monde, en fait. C'est pas vraiment une une histoire de philosophie. Il y a beaucoup de fois où ils reposent beaucoup de monde. Et par exemple, quand tu prends, par exemple, les minutes de jeu, on a Donovan Mitchell qui a un petit peu plus de 31 minutes, Darius Garland qui a 30 minutes, Evan Mobley qui a 30 minutes. Et c'est les seuls joueurs qui sont au-dessus des 30 minutes, hein. Tout le reste joue dans la vingtaine de minutes, quoi. Tout le supporting cast, quoi. Du Jarrett Allen, d'un Hunter, voire même Max Strus. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour cette équipe-là également quand les minutes sur les titulaires vont augmenter? Ça va être intéressant à suivre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je suis plutôt confiant sur cette question-là, mais ça va être intéressant à suivre. Ben écoute, je te propose d'aborder la dernière partie, le fameux range. C'est la plus facile. La plus facile. Alors, où te Est-ce qu'on situes-tu? est d'accord déjà, Tom? Est-ce qu'on est d'accord?
Pour le plancher et le plafond, Ouais. je suis d'accord. Non, pour le plancher, je pense que c'est une équipe. Pour moi, son plancher devrait être les finales de conférence par rapport à sa saison régulière, mais qui peut potentiellement avoir un accroc. Mais je dirais, voilà, plancher finale de conférence parce qu'ils sont trop au-dessus des autres par rapport à ce qu'ils ont montré sur la saison régulière. Et même s'il y a une partie du jeu qui se transpose pas, je trouve qu'ils ont trop de marge par rapport aux autres pour ne pas y arriver. En tout cas, quand tu vois les équipes qui risquent de les attendre dans la deuxième partie de tableau, Mhm. vu qu'ils sont premiers à l'ouest, à l'est, pardon, quand tu vois les équipes qui sont censées sortir potentiellement du play-in pour les affronter, puis les équipes qu'ils auront dans l'affrontement 4-5, je pense qu'ils vont être largement favoris pour arriver en finale de conférence. Après, par rapport au plafond, je pense que le plancher est pareil que le plafond. C'est une équipe qui potentiellement peut... Allez, franchement, allez, je dirais le plafond, ce serait d'arriver en finale NBA, mais je ne les vois pas gagner le titre. Je ne les vois pas D'accord. gagner le titre. Voilà. Disons le Ok. plafond, voilà, ça va être les finales NBA, mais c'est pas une équipe que je vois, en tout cas en l'état, gagner le titre. Encore une fois, on a l'adage du MVP, c'est une équipe qui fait une saison extraordinaire et leurs joueurs ne sont même pas mentionnés dans le top 5 du MVP. C'est la vérité. C'est ce qu'on disait Et tout à l'heure sur qui est la superstar. c'est ça. Et c'est à te dire que, en fait, si on prend l'adage de ce qui est le MVP, entre guillemets, de comment c'est voté, hein, le meilleur joueur des meilleures équipes, et en fait, tu te rends compte que les Cavs sont l'une des meilleures équipes avec OKC de cette saison régulière et que au final, ils ont personne qui est mentionné là-dedans. Ça te dit à quel point leurs joueurs sont loin des considérations pour les meilleurs joueurs. Et en fait, si on reprend l'adage, encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on répète souvent à Don Kebdo, depuis la draft de LeBron James, les seules équipes qui ont gagné le titre sans avoir eu un joueur qui a été MVP avant la saison en question, on a les Pistons de 2004, on a les Raptors de 2019 et on a 2010, oui c'est bien 2019, les Raptors de Oui. 2019 avec Oui. Kawhi Leonard. On a les Boston Celtics de l'an dernier, mais ça s'est déjà produit dans cette décennie. Alors que depuis la draft de LeBron James, ça s'est produit qu'une fois dans chaque décennie. Moi, j'ai un plafond qui est le même que toi, donc c'est les finales, un plancher pardon qui est le même que toi, donc c'est Ouais. finales de conférence. Je vois difficilement une équipe faire un upset avant les finales de conférence face aux Cavaliers. Et du coup, Mhm. je te pose la question parce que toi, tu as dit qu'il y a quand même une possibilité qu'en demi-finale de conf, les Cavs sortent sur un énorme upset. Tu penses à quelle équipe en match-up? Potentiellement les Pacers. Intéressant parce que en plus j'ai fait la preview des Pacers avec Adrien et j'avoue que sur le fait d'attaquer la traction arrière, ce dont on a discuté, les Pacers, ils ont les armes. Ils ont les armes en Tyrese Haliburton notamment. Donc effectivement, tu as raison. Par contre, je pense que les Cavaliers ont la réponse dans la raquette à l'attaque des Pacers sur la raquette. Et bon, après, je pense que les deux intérieurs des Cavaliers sont capables de sortir sur les pops de Miles Turner et de défendre sur Siakam au poste. Mais bon, je vois très bien ce que tu veux dire sur Indiana. Si Indiana est en forme, c'est en tout cas une équipe qui peut prendre un, deux ou trois matchs aux Cavs. Là-dessus, je te Mm. suis. Ben, surtout Euh, que voilà, Indiana, c'est une équipe qui coupe la transition puisqu'ils perdent peu de ballons, notamment quand le ballon est dans les mains de Tyrese Haliburton. Et si on a le Tyrese Haliburton de la fin de saison, là, ouais, de la fin de saison, c'est, tu vois, le Tyrese Haliburton de la fin de saison, on lui, est il sur joue un top un. 10 NBA. On est Oui, sur un top 10 mais NBA. en fait, j'allais dire quelque chose pour faire écho à ce que tu viens de dire à propos des MVP, c'est que lui, pour le coup, son niveau de fin de saison, c'est le niveau d'un candidat MVP. Ouais, clairement. Moi, sur le plafond, je les ai titrables, donc je reste un petit peu dans ce que j'avais dit sur le power ranking, même si j'ai vu ma proportion d'espoir à la baisse, je pense que j'ai toujours des espoirs fondés sur les Cavs. Je pense que la match-up avec les Oklahoma City est intéressante pour les mêmes choses que j'ai dit dans le power ranking. Donc, je vous renvoie à l'épisode du power ranking qu'on a sorti il y a quelques semaines. Et grosso modo, pour résumer, c'était le fait que je me pose toujours la question de la deuxième option offensive côté Oklahoma City. Et je pense que la construction de l'attaque des Cavs est peut-être la meilleure réponse pour faire face
à Oklahoma City et à Shai Gilgeous-Alexander. C'est peut-être très ambitieux, mais je pense que les Cavs le sont. Et en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat parce que franchement, cette saison des Cavs a été tellement agréable à suivre que j'aimerais bien qu'elle se ponctue de la bonne façon. C'est pas forcément un titre parce que pour le coup, je suis pas un fan des Cavs et je n'espère pas de bague comme je peux l'espérer pour mon équipe, c'est-à-dire plus. Je ne l'espère plus. Mais j'ai envie de voir les Cavs combatifs et aller chercher un maximum de victoires dans les finales NBA et une série gigantesque contre Oklahoma parce que clairement là si ça arrive, ça va être vraiment une très très belle série quoi. Sur le papier en tout cas, moi ça me fait très très envie. Hmm. Bah écoute, bon, souhaitons-leur ça, écoute, hein, souhaitons-leur ça, ce serait une douce et une juste récompense après la saison régulière qu'ils nous ont faite, mais on sait que voilà, il y a un monde entre ce qui se passe en saison régulière Ah et oui. en playoff, c'est pour ça que certaines équipes sont qualifiées entre guillemets d'équipes de saison régulière et d'autres d'équipes de playoff, mais parfois c'est pas parce qu'elles sont mauvaises en playoff, c'est simplement parce qu'elles surperforment la régulière par rapport aux attentes, ou du moins qu'il y a des autres équipes qui sous-performent la régulière et qui sont plus adaptés pour du jeu de playoff. Donc, on verra Absolument. cette saison si les Cavs arrivent à nous faire mentir, à faire mentir cet adage et à aller jusqu'où le bilan et les projections, ou du moins ce qu'ils ont démontré en saison régulière, va pouvoir se projeter et leur permettre d'aller le plus loin possible en playoff, c'est-à-dire être l'une des deux meilleures équipes de la saison. On verra ça. C'est ça. Ben écoutez, c'est ainsi que s'achève cet épisode de notre série Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Comment t'as été, Greg? Ah ben, impeccable. Je crois que j'ai rien oublié. Je suis relativement content. J'ai pas fait trop technique non plus, ce qui me va très bien sur ce genre d'épisode. On est bien. J'ai vraiment hâte. Je crois que j'ai enregistré mes deux équipes, les Pacers et les Cavs, donc j'ai hâte d'écouter des épisodes des copains. Mm, Et puis voilà, on se retrouve sur Twitter, on se retrouve un peu partout. c'est ça. En commentaire évidemment des vidéos YouTube. Vous savez que j'adore répondre aux commentaires Mm, sur les vidéos YouTube, c'est positifs ça. comme négatifs. Donc voilà, à très vite. C'est ça. Petit rappel protocolaire, hein, vous nous retrouvez partout sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, exactement comme tu l'as dit. Greg, n'hésitez pas, les commentaires, les pouces. Nous, notre série revient bientôt, hein, comme on vous l'a dit, hein, jusqu'au playoff, un épisode par jour de cette série. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Et puis, ben, on se dit potentiellement à demain. À demain. Ciao. Au revoir.